Donc cette réunion a été organisée par les députés La République En Marche, suite à l'initiative de Macron, hein, qui veut faire un nouveau débat sur les retraites. Donc ça se passait à la Chambre de commerce et d'industrie de Castres. Il y a une forte délégation de la CGT qui est venue en fait, ils n'ont pas voulu rentrer à l'intérieur. Ils ont interpellé les députés pour leur dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le projet de réforme, qu'il n'y avait pas de véritable concertation, puisque toutes les propositions qu'ils avaient faites, eux, aucune n'avait été retenue, et qu'on leur signifiait que ça n'était pas intéressant apparemment d'écouter les propositions des syndicats. Donc certains d'entre nous sont rentrés dans le Gilbert. Donc ceux qui étaient rentrés, ils pourront faire un petit ce qu'ils ont retenu de l'exposé de ces députés. Notamment il y en avait une, je ne sais pas son nom, députée d'Albi, je crois, de Toulouse, qui était celle qui menait un petit peu la danse, on va dire, celle qui parle actuellement, enfin qu'on n'entend pas. Comment? D'accord. C'est une autre. Bon. Et à l'intérieur, il y avait aussi, on a remarqué la présence d'avocats, notamment le bâtonnier de l'ordre des avocats de Castres. Et nous, avec quelques-uns, on était dehors, on attendait ceux qui étaient à l'intérieur, parce qu'on n'a pas, certains voulaient rentrer, nous, on n'a pas voulu rentrer. Donc on a attendu les copains qui, voilà, et vers la fin, en fait, on a vu sortir les avocats, complètement furieux, qui étaient vraiment remontés de façon très en colère. Il y en a même le bâtonnier d'ailleurs qui a dit c'est pas la République En Marche, c'est la dictature En Marche. Parce cette dame, en fait, leur a dit au bout d'un moment, devant leurs questions, elle a dit de toute façon la réforme se fera, que vous le vouliez ou non, et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à sortir. Donc ils sont sortis. Ils sont sortis avec les nerfs, on va dire, parce que l'impression de ne pas être entendu, bon, pour les avocats comme pour plusieurs services, pour plusieurs professions, le problème c'est que le gouvernement prévoit de taper dans les caisses des kinés, des avocats, de ceux qui avaient des caisses de retraite, qui ont des caisses de retraite qui sont à part et qui sont excédentaires, c'est-à-dire eux ils n'ont pas de soucis de financement. Et donc le but, en fait, un des buts de la réforme, c'est de leur enlever leur caisse, en quelque sorte, et de le redistribuer, de le mettre dans le régime global. Voilà. Après, qu'est-ce que vous avez appris? Enfin, moi, j'étais pas à l'intérieur, donc peut-être que vous avez entendu des choses, ceux qui étaient à l'intérieur, qui sont utiles à répercuter, hein, dans la mesure où c'est une réforme qui doit se mettre en place en 2025. Jusqu'à 2040, c'est-à-dire qu'il y a toute une progression. Pour l'instant, on est dans le flou parce qu'on ne sait pas trop exactement ce qu'ils vont faire. Chaque fois qu'on leur pose des questions, comme Macron d'ailleurs, quand il était à Rodez, il dit qu'on va voir que c'est encore sujet à concertation. Enfin, la concertation à la mode Macron, on a vu ce que c'était, nous, c'est de dire qu'on écoute, mais on n'entend pas réellement ce que disent les gens, parce qu'on ne va pas tenir compte de ce qu'ils disent. Donc la question c'est de savoir effectivement si est-ce que ça vaut le coup de participer à des débats où de toute façon les enjeux sont déjà définis à l'avance, ou est-ce qu'il faut quand même y aller pour profiter de la médiatisation, pour exposer les difficultés, etc. Sachant que de toute façon je pense que les gens, là, nous, il a fallu pouvoir rentrer à condition de donner notre nom. À Rodez, apparemment, c'était déjà un peu trié sur le volet, et c'est pas évident n'importe qui ne peut pas rentrer et poser toutes les questions qu'on souhaiterait poser. Sachant que la mission de l'ordre, elle est contrôlée par la police. Oui, tout à fait. Les policiers nous ont dit vous ne pouvez rentrer que si vous figurez sur la liste. Ça veut dire qu'il faut donner effectivement son nom. Bon, ça, c'est pas à la limite. La plupart d'entre nous, on sait qu'on est déjà. On est connus et archi connus, donc c'est pas tellement un problème, mais c'est pas un débat, comment dire, réellement ouvert à la population. À mesure où il y a fait un premier filtre, et il y en aura certainement d'autres au fur et à mesure que les débats vont se poursuivre. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, comme vient de le dire Jean-Luc, c'est qu'effectivement, quand j'ai voulu rentrer, moi, il y a un gendarme de la police municipale, il m'a dit vous êtes inscrit, je lui ai fait oui, tous ceux qui veulent rentrer là sont inscrits sur la liste. J'ai pas vu votre nom, je lui attendez,
Je vais vérifier, donc j'ai été voir la secrétaire de Terrier. Elle m'a dit, vous appelez comment? Je lui ai donné mon nom. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc j'ai appelé les autres personnes qui étaient avec moi, aussi bien de Mazamet que de Castres. Donc nous, on a fait le rencontre. Voilà. Ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu de problème. Par contre, après, oui, effectivement, sur la retraite, parce que bon, je l'avais imprimé moi, sur ce qu'il a fait sur Mazamet, c'est vraiment un projet de société et on va le faire dans un bon rythme. A-t-il déclaré un peu avant. Ce système, on ne le propose pas de le mettre en place du jour au lendemain. Ça commence en 2025. Tous ceux qui ont pris la retraite avant ne sont pas concernés, c'est-à-dire que tous ceux qui, voilà, comme moi, comme ceux qui sont à la retraite, tout le monde. Et, à partir de 1963, tous ceux qui ont pris la retraite. Voilà. Et ceux qui sont nés. Ceux qui sont nés en 63. Donc voilà. En fait, on vous a promis une augmentation. Et alors tous les droits acquis jusqu'en 2025 sont gardés et après on va regarder la transition qui va se faire sur 15 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2040. Et bon, ben, moi je lui ai posé la question parce que c'est là qu'elle m'a. Bon, j'ai pas pu tout élaborer. M'a interlocuté, je l'ai interpellé, voilà. Parce qu'elle a dit qu'une personne qui n'avait jamais travaillé de sa vie, minimum vieillesse, ça m'a fait tilt dans la tête, toucher 800 € de retraite, net. Alors je lui dis, c'est bien gentil, mais moi j'ai travaillé toute ma vie, j'étais peut-être 15 jours au chômage, dans toute mon expérience, elle a demandé quel métier je faisais, je ne vois pas pourquoi. Enfin bref, je lui ai dit, Caroline, ah oui. Bon, enfin bref, j'ai continué. Moi, j'ai bossé toute ma vie, et à l'heure actuelle, je ne touche que 883,30 €. J'ai vous trouvé ça logique, en ayant bossé toute ma vie? Elle m'a dit, mais, c'est là qu'elle m'a répondu, que je lui ai répondu après. Elle m'a dit, mais de toute façon, Jean-Yves, vous allez toucher 1 000 €. Ah, j'attends de voir. J'attends de voir. Voilà la réponse que j'ai eue. Devant témoin. Oui. L'espoir fait vivre, hein. Je verrai bien, je croise les doigts. Hein. Voilà. Tu l'as filmé pour lui remontrer. Non, parce que non, justement, Terrier m'a interrompu. Terrier, oui, Terrier m'a interrompu là. Il m'a dit, si vous continuez à faire filmer, je vous confisque le téléphone et vous prenez la porte. Il est OK. Sachant qu'en interdisant de filmer, c'est parce qu'on était gilets jaunes, parce que les gens qui avaient derrière lui ou à côté de lui, qui ont pris des téléphones pour filmer ou photographier, de la soirée ne leur a rien dit. Rien, strictement rien. Donc c'est Il y a deux poids, deux mesures. Ouais, mais c'est toujours pareil, celui qui veut se faire remarquer. Le droit d'être là, c'est tout. Daniel, c'est toujours moi qui me fais remarquer. C'est marrant. Même à l'école quand j'étais petit. Au début, j'étais au fond de la classe, mais à la fin, j'étais toujours devant. J'en dirai pas plus. Sur la retraite, donc, moi je dirais quand même deux choses. Un, dans cette salle, il y avait très peu finalement de gens, à part quelques sympathisants ARM. Le gros des gens, c'est quand même nous, quoi. Enfin, c'est les gens qui apparemment, et les avocats, qui ne sont pas favorables à la réforme. Donc finalement, leur entreprise d'essayer de convaincre les gens, ça ne marche pas beaucoup. Sur la retraite, sur la réforme telle qu'elle est prévue actuellement, vous savez qu'il y a le fameux âge pivot à 64 ans, c'est-à-dire que si on part, on peut partir à 62 théoriquement, mais si on part à 62, on a une décote très importante, donc les gens seront obligés de rester à 64 ans. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'espérance de vie en bonne santé diminue, contrairement là aussi à la propagande gouvernementale, c'est-à-dire qu'effectivement on vit plus vieux, mais on ne vit pas plus vieux en bonne santé. Donc les gens qui vont, surtout je pense à quelqu'un comme Gilbert justement, ou les autres, hein, les artisans, les gens qui ont des métiers, alors Macron a dit qu'il ne voulait pas entendre parler de pénibilité, hein, c'est un mot qui lui déplaît, mais effectivement quand on a passé sa vie dans des boulots usants, effectivement on a usé son dos, on a usé ses vertèbres, et qu'on se retrouve après à 64 ans avec des problèmes effectivement qui font qu'on a du mal à profiter des années qui restent, bon ben c'est pas logique quoi. Augmenter encore l'âge de la retraite, sachant que les gens vont arriver fatigués et dans un état pas en forme à cet âge-là, c'est se foutre du monde. Le second truc, c'est le fameux poil. Le poil,
comme on le sait, il sera, bon, même si Macron a dit on va faire peut-être une règle d'or pour empêcher que le point soit, soit dévalué dans l'avenir par une mesure gouvernementale, en réalité c'est du blabla, parce qu'il dit ça sera soumis en concertation. Et la concertation, c'est toujours pareil, on sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils écoutent, soi-disant, mais ils décident, eux, ce qu'ils peuvent faire. Donc, au final, comme l'a très bien dit Fillon d'ailleurs à l'époque, hein, si la retraite à point, c'est un moyen pour le gouvernement, s'il le veut, de baisser la valeur du point, et donc de baisser automatiquement les retraites, en fonction, soi-disant, d'équilibre de la sécurité sociale, etc. Alors qu'on sait que une des principales causes des problèmes qu'on a, c'est le fait du chômage. Parce que s'il y avait des cotisants, la sécurité sociale se porterait très bien. Autre point à signaler, c'est l'attaque qu'ils nous font à nous, Gilets jaunes, en faisant croire à la population que finalement le déficit serait dû à ce que les Gilets jaunes ont fonctionné, ont coûté 17 milliards. Alors quand on regarde, ça c'est de la folie, c'est pour ça que c'est vraiment... Il faut regarder exactement les mesures qui ont été prises. On a fait un tract là-dessus d'ailleurs pour expliquer aux gens. Ces mesures, en fait, c'est pas des dons pour la plupart. Hein. C'est simplement des renonciations à des augmentations. Les seuls qui ont vraiment payé, c'est les entreprises qui ont pu défiscaliser des primes. Et effectivement, il y a des gens qui ont touché des primes qui ont été défiscalisées, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de gain. Il y a juste un renoncement à fonctionner. On a réussi quand même, grâce à notre mobilisation, à ce qu'ils reviennent sur la CSG, notamment à ce qu'ils reviennent sur des augmentations qui étaient prévues. Ceci dit, la situation générale aujourd'hui, elle n'a pas vraiment changé, parce qu'on a toujours des fonctions. Là, ceux qui ont reçu la taxe d'habitation, la taxe foncière, voilà, on nous a dit que ça allait diminuer. Moi, je vois des augmentations en réalité, Et donc, il n'y a pas réellement de solution apportée au problème du pouvoir d'achat dans ce pays. Sans compter que les taxes sur les carburants, la fameuse taxe qui était censée financer la transition écologique, elle est toujours en vigueur. Ils ne l'ont pas augmentée, mais elle est toujours en vigueur. Ils prévoyaient de l'augmenter jusqu'à 45%. Hein. On a réussi à la stopper. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas non plus, on est toujours soumis à une pression et à un pouvoir d'achat qui est très, très limité. Voilà. Donc, et ça touche des tas de catégories, de ce qu'on appelle les classes moyennes, et à plus forte raison, les gens qui sont dans des situations de précarité. Donc, sur le fond, on est toujours aussi déterminé à se battre pour obtenir quelque chose. Alors, sur la retraite, moi j'ai un espoir quand même. Je pense que vous savez, mais il est question, le 5 décembre, il y a un appel à la grève générale, reconductible, notamment des syndicats qui sont dans la SNCF et à la RATP. Et ça, bon, je me souviens, moi, du combat vainqueur qu'on avait mené en 1995. On avait pu gagner contre Juppé, qui prévoyait à l'époque de supprimer d'ailleurs le régime spécial pour la SNCF, et puis s'attaquer aussi à tout public. On avait réussi parce qu'il y avait eu un point de mobilisation, 2 millions de personnes dans la rue, et la SNCF avait bloqué, la SNCF, la Poste, de fonctionner plus. Donc je pense que le 5 décembre, on parle beaucoup de convergence. Je pense qu'on peut espérer effectivement que le 5 décembre, il y a un mouvement d'ampleur et que toutes les catégories qui jusque-là sont un peu isolées, je pense aux pompiers, je pense aux urgentistes, je pense même aux agriculteurs qui ont aussi leurs problèmes, pourraient, les routiers, je pense à la fonction publique, parce que bon, moi je suis fonctionnaire, la fonction publique, on est impacté, on a calculé, les syndicats ont calculé que si la réforme passait, les retraites de la fonction publique baissaient au moins de 3%. Voilà. Et les syndicats, ce qu'on réclame des syndicats en général, c'est que justement la retraite, elle part de 1 000 euros, mais 1 000 euros c'est pas assez, quoi. Enfin, le minimum, ça devrait être au niveau du SMIC, au moins au niveau du SMIC. Il n'y a pas de raison que les retraites, le minimum de la retraite ne soit pas au minimum du salaire minimum. Si on propose par exemple pas de retraite inférieure à 1 200 euros, voilà, ça c'est quelque chose qui peut être un axe de convergence, parce que tous ceux qui sont en dessous, ben, ils peuvent en profiter. Je comprends, mais c'est ceux qui sont en haut, ils ne vont pas perdre à cause de ça. Non, mais je réagis juste par rapport à ce que tu disais sur la réunion, que les avocats étaient super énervés, ils sont partis. Je trouve ça assez égoïste en fin de compte, parce qu'ils regardent leur intérêt. Et bon, je trouve ça dommage en fait. Moi je pense que ce qui me donne espoir, c'est que le gouvernement s'attaque à des gens, il s'attaque à sa clientèle électorale. Et il s'attaque à des gens qui avaient des revenus assez aisés,
Et finalement, il s'attaque à une partie de ceux qui ont voté pour Macron. Et donc, pour nous, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on est dans une situation, c'est intéressant parce que on est dans une situation où ils sont obligés finalement, apparemment, pour garantir les intérêts vraiment des 0,1% de la population les plus riches, les actionnaires qui ont été gavés comme jamais, ils sont obligés finalement d'enquêter sur des gens qui, pourtant, c'est une partie de la population. Donc je ne sais pas, effectivement, tu as raison d'un certain côté, c'est-à-dire qu'il faut expliquer à ces gens-là, y compris les avocats, que de toute façon, je pense qu'ils vont peut-être qu'ils vont commencer à comprendre. Leur truc, c'est quoi? Soit ils vont essayer d'obtenir des choses que pour eux, en laissant tomber les autres, soit ils vont comprendre, comme les gens de la SNCF l'ont déjà compris, comme plein de gens l'ont déjà compris. Si on se met tous ensemble, on peut bloquer et obtenir que tout le monde ait des bonnes conditions. Si chacun, effectivement, il ne faut pas rentrer dans le jeu du corporatisme, parce que si chacun essaie de penser qu'à soi, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'il faut des mots d'ordre unificateurs. Certains syndicats non, ils disent pas de retraite inférieure à 1 200 €. Aligner au moins le minimum des retraites sur le SMIC, quel que soit, et ne pas mettre 64 ans. Au contraire, revenir à des retraites à 60 ans, comme ça a été initialement prévu. Je peux dire que c'est pas parce que il y a plein de gens qui sont hyper dévalorisés au niveau des retraites. Je pense que les personnes les plus, non pas, on va pas parler de privilèges, mais qui ont plus de droits, comme les avocats, je sais, les profs et tout ça, il faut qu'ils gardent ce qu'ils ont déjà, on leur enlève pas ce qu'ils ont déjà. Par contre, que les personnes n'ont même pas, parce qu'on parle de minimum vieillesse à 800 €, moi j'en connais des nanas qui ont, des femmes d'agriculteurs qui ont 600 € de retraite. Hein. Elles ont bossé toute leur vie, elles ont rien. Et des femmes qui ont que dalle, qui crèvent avec de toutes petites retraites misérables, il y en a plein. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait augmenter le minimum vieillesse. Et déjà, je ne sais même pas pourquoi on devrait parler de minimum vieillesse, c'est super humiliant en fait. Oui. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Je parle des femmes d'agriculteurs qui ont bossé plus de 70 heures la semaine à s'occuper des mômes, à s'occuper de la ferme et compagnie, et on leur donne quoi? Le minimum vieillesse. Dans leur grande bonté, l'État leur concède ces petites miettes. Non, c'est des personnes, elles ont peut-être effectué du travail gratuit. C'est tout ce qui est ménage, élever les enfants et compagnie, c'est du travail gratuit, mais c'est du travail qui engrange beaucoup d'argent socialement en fait. Hein. Et du coup, c'est un travail qui est systématiquement dévalorisé. Donc je pense qu'il faudrait augmenter le minimum vieillesse déjà, et ne plus parler de minimum vieillesse, parler je sais pas, pas de minimum survie, mais de décence de vie, quoi. On a tous le droit à avoir assez pour vivre, en fait. Hein. C'est qu'on ait travaillé ou pas, d'ailleurs. Parce qu'au final, il y a peut-être des gens qui n'ont pas travaillé, mais ils ont quand même le droit de bouffer, quoi, en fait. Par contre, que des gens qui ont trimé toute leur vie, qui touchent des trucs misérables comme Gilbert, ou des femmes d'agriculteurs et compagnie qui touchent rien, c'est scandaleux. Donc il faudrait vraiment augmenter ça, en fait. Donc pour moi, la réforme de l'État, elle a jeté intégralement. Mais que les personnes gardent leurs droits, on ne parle pas de privilèges, parce que sinon on va se diviser avec les gens, en fait. C'est ça le souci, à mon sens. Parce que c'est vrai que les plus pauvres, comme moi, hein, je suis RSA, on a tendance à dire ouais, les fonctionnaires ils sont privilégiés et compagnie. Non, il ne faut pas qu'on se divise. Ils ont des petits droits, ils ont intérêt de les garder, mais nous on aimerait bien accéder aux mêmes en fait. C'est ça qui serait sympa. Déjà pour le RSA, ils envisagent de le supprimer. Ah mais voilà, même pour les chômeurs, il y en a beaucoup qui vont être ravis automatiquement. Donc le chômage va baisser automatiquement, mais après, il y a beaucoup de chômeurs qui vont se retrouver avec 0 à la fin du mois. Voilà. Et pour reprendre à travailler après, il faut 24 mois, pour 24 ou 26 mois pour obtenir 6 mois de chômage. Et s'il fait que de l'intérim, s'il n'a pas les heures, il ne touche rien. Il pourra faire une semaine par-ci, une semaine par-là, il n'aura rien. Donc voilà le problème. Par contre aussi, ce que je voulais, que j'arrêterai moi là-dessus, c'est que c'est une infirmière qui était enceinte, qui n'était pas loin d'accoucher justement, et qui a posé la question sur les points. Alors justement, c'est comme on dit une certaine personne, celle qui a le pyjama, elle lui a répondu, ça c'est bien, on va le mettre derrière l'oreille et on en prend note, on va l'envisager. C'est-à-dire que pour les points, si la femme ou le mari garde les enfants à domicile et élève les enfants l'un ou l'autre, c'est-à-dire que c'est suivant celui qui continue à travailler, si son mari, en cas de divorce et pour la retraite plus tard, pendant les années qu'ils auront vécu ensemble jusqu'au divorce, c'est-à-dire que la moitié du point de retraite que l'homme aura cotisé, que la femme aura cotisé, sera divisée en deux, c'est-à-dire que la femme prendra la moitié des points que l'homme a acquis pendant sa période de travail, ou la femme ou l'homme prendra vice-versa la moitié des points que la femme aura acquis pendant son travail pour partager, pour faire un équivalent.
C'est pour ça qu'ils l'ont mis derrière l'oreille, et aussi bien la joue-là que celle qui a le pyjama. Là. Elle a dit on en prendra et on va le proposer. On écoute toutes les propositions et après on va voir. Donc c'est pour ça que dans un sens ils font des débats pour voir ce que, comme je le dis, parce qu'il y a d'autres trucs, comme le chômage, les éco-entrepreneurs, tout ça, ils avancent des projets sur lesquels ils veulent travailler. Mais ils font ça justement pour avoir une certaine réaction vis-à-vis du peuple, des gens. Et s'ils voient que ça chauffe trop, ils font un pas en avant et deux pas en arrière. Et comme je dis, seulement ça, ce qu'ils avancent à l'heure actuelle, moi c'est mon idée personnelle. Bon, comme on m'a dit, je vois le présent, le passé, le présent et le futur. On m'a dit arrête de voir le futur. C'est-à-dire que ça, tous ceux qui sont en train d'avancer, aussi bien éco-entrepreneurs, chômeurs, le RSA, tout ça, la retraite et tout, une fois que les municipales seront passées, je crois que tout ça, ça va nous tomber sur le dos. Là, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Pour l'instant, ça calme. Ils font semblant d'étudier le projet. On va étudier, on va négocier, on va voir ce qu'on peut faire. Mais en attendant, au mois de mars, je crois que c'est le municipal. Eh bien, ça va pas tarder à tomber après quoi. Voilà, c'est juste le point que je voulais faire. Juste pour en finir avec l'histoire des points, moi je suis infirmier, donc mon salaire est calculé, j'avance avec des points. Ça fait 15 ans qu'ils ont décidé de façon violente et unilatérale, comme ça peut se faire, de geler le point. Donc moi, mon salaire n'augmente pas, mais en fait, je perds de l'argent, parce que l'inflation, elle continue d'augmenter. Donc en fait, ça fait 15 ans que, sans le dire, ils baissent mon salaire. Voilà. Donc s'ils font des retraites à points, vous étonnez pas, ça va être pareil. Oui. Avec la retraite à points, on va calculer les retraites sur les 10 meilleures années, ils sont passés aux 25 meilleures années, plus ils vont diviser, parce que la retraite à points va être calculée sur toute votre période de travail, de votre carrière professionnelle, donc plus il y aura d'années, et plus ça va être divisé. Et mécaniquement, les retraites vont baisser, ce que vous avez touché, ça va baisser. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ce système-là est à rejeter intégralement. On ne veut pas, on veut des retraites décentes qui permettent à chacun, chacune de pouvoir vivre sa vie. Et de la richesse, tout le monde en fait, qui travaille ou qui ne travaille pas, que ce soit dans le social, dans le culturel, professionnellement, tout le monde crée de la richesse. Elles méritent, et ces personnes-là méritent d'être reconnues et méritent de continuer à vivre et la société doit leur donner, doit les protéger et leur donner une retraite décente sur laquelle on peut continuer à vivre. Voilà. Donc, et en plus, comme ils vont être vicieux, le point, ils vous disent 1 euro travaillé, c'est 1 euro de retraite, ils vont se débrouiller mécaniquement, ils l'ont déjà fait en Angleterre. Je connais, moi, chez mon beau-frère qui est anglais, il a pris une retraite, c'était le même système. Quand il a pris sa retraite, il avait 3 ans de retraite, mais à 0. Parce qu'ils se sont démerdés pour flamber sa caisse de retraite. Là, ils l'ont complètement flambé. Donc, il avait 3 ans de retraite, mais une retraite de 0. Voilà, c'est comme ça. Merci. Merci. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, je vous entends parler d'argent. Alors, c'est vrai, l'argent est en fond. Alors, maintenant, où est-ce qu'on passe? On met le curseur. 1200, 1500, 2000, 2500, on n'en sait rien. On met le curseur. Ce que j'ai vu, dernièrement, c'est que le gouvernement a mis un curseur pour les retraites. Alors, si vous avez moins de 2000 € de retraite par mois, vous aurez une augmentation de, je ne sais pas, 2,3 ou un truc comme ça. Bon, c'est ça. Si vous avez plus de 2000 € de retraite, alors à ce moment-là, vous aurez 0,2. On se fout de la gueule du monde. Parce que quand je me suis mis au boulot, il y a quelques années, j'ai signé un contrat moral. Ce contrat moral, on me disait, monsieur, vous allez partir à 60 ans à la retraite, et vous aurez 70% pour certains fonctionnaires, ou comme moi, qui était un cadre supérieur, j'avais que 60% de mon dernier salaire. Enfin, de mes 20 meilleures années. Puis quand je suis arrivé à la retraite, je vous le dis, et puis j'ai pas honte de le dire, mon dernier salaire était de 6500 nets par mois, euros. Quand je suis parti à la retraite, mon premier mois de retraite était de 3008. C'est déjà pas mal. Ouais, il y a beaucoup qui aimeraient l'avoir.
Et j'en étais heureux. Mais de 6005, je suis tombé à 3008. Et puis j'ai un fils, à 21 ans, il est parti de la maison. Alors on m'a dit, monsieur, vous perdez 20%. Ah, mais c'est la loi. Bon, ben je perds 20%. Donc il me reste 3000. C'est déjà pas mal. On peut continuer. Puis dernièrement, je vais à ma retraite, j'ai 2006. C'est curieux. Alors je vais à la retraite des cadres, et comme je suis une grande gueule, j'essaie de gueuler un peu, et puis on refait mon historique depuis le début de ma retraite il y a 13 ans, parce que je pense de ça depuis 13 ans. Donc quand j'arrive donc à la retraite des cadres, on me dit, mais monsieur, mais c'est normal, puisque le point de retraite n'a pas été augmenté depuis 10 ans. Ah, bon, merde, pourquoi je ne touche pas toujours 3000? Ah, regardez, non. Parce que le brut a été chargé. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous touchiez 3000 € après avoir perdu les 20%, vous aviez une charge sur le brut qui était de l'ordre de 12%. C'est passé à 28%. Alors il est évident que le net que je touche à la fin du mois a encore baissé. Mais comme je gagne plus de 2000 €, eh bien je paye 120 € par mois de CSG. Est-ce que vous comprenez? Et donc moi je pense que ça devrait faire jurisprudence. Parce que là, ça devient du vol. Ça devient du vol. Alors c'est vrai, je gagne plus de 2000 € par mois, je suis un riche. Sans moi, non? Bon, alors le problème est là, c'est qu'il faut se défendre, il faut que vous soyez contre. Mais contre, en appuyant sur des choses. Ce qu'il faut appuyer, ce n'est pas des chiffres. On s'en fout que ce soit 1000 €, on s'en fout que ce soit 1500. Je sais qu'il faut parler, il faut savoir dire. On a besoin de 1500 ou de 2000, il faut le dire. Mais que ce ne soit pas un élément. Votre élément, c'est le boulot. Il n'y a plus de boulot. Je vous l'ai dit l'autre jour, on a perdu 15 millions d'emplois en France ces dernières années. Pourquoi? Et c'est là-dessus qu'il faut gueuler. Il faut dire à M. Terrier, vous nous avez fait perdre, vous et vos copains, 15 millions d'emplois. Alors, il faut relancer l'économie, mais il faut relancer l'économie avec des emprunts d'État. Et ces emprunts d'État pour refaire l'aménagement du territoire. Il y a 2 gouttes d'eau qui tombent à Carcassonne, il y a des morts. Et on dit, ah, c'est le climat. Non, c'est pas le climat. Ils ont complètement obligé l'aménagement du territoire. Ça fait 25 ans. Alors on construit, et puis on oublie de faire les réseaux qui sont suffisants pour ne pas qu'il y ait d'inondation. On oublie. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on se batte sur des faits. J'aimerais qu'on se batte sur des réels. Vous prenez, on va nous vendre tout. On est en train d'étudier, de nous vendre des routes nationales. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de les entretenir. Voilà, en fait. Je pourrais vous tenir encore pendant 3 heures, mais je veux. Ouais. Alors, sur la question de l'emploi, bon, ben ça on est tous au courant, on le sait très bien, qu'il n'y a plus de boulot, ça, tout le monde s'en aperçoit. Maintenant, le seul problème qu'il y a, c'est que bon, on favorise entre guillemets les grosses entreprises. On leur donne du pognon et tout, mais c'est pas pour ça qu'ils embauchent. Ils encaissent le pognon, mais ils ne créent pas de l'embauche. Voilà. C'est surtout ça. Et bien souvent, quand les usines sont en bord de la faillite, soit disant qu'il y a toujours un repreneur, mais enfin, le repreneur, bien souvent, il bazarde comme Michelin à l'heure actuelle, et comme la compagnie aérienne, là c'est pareil. Les gens sont partis en voyage, il faut qu'ils payent le voyage pour revenir, parce que même la compagnie n'est pas capable de rembourser. Et ouais. Non, c'est juste qu'on va devoir partir, et on est plusieurs représentants du collectif citoyen pour le climat. Et donc, on nous a invités pour nous faire un peu une convergence avec notre prochaine mobilisation qui aura lieu fin novembre, le 30 novembre. On va refaire une marche pour le climat le matin et une trotte partie l'après-midi. Et ce serait bien d'avoir un peu une convergence de tous les gens qui se sentent concernés par la cause climatique, qui veulent faire bouger les choses aussi. Donc, je pense qu'on peut se rejoindre sur pas mal de points. Donc, voilà. La fin du monde, même combat. Hein. Exactement, exactement. Est-ce que tu peux redire les points de rendez-vous? Donc c'est le 30 novembre. Un moment, s'il te plaît. On écoute juste les moments de rendez-vous. Si. Donc c'est le 30 novembre. Après tu parles. Pas de problème. Juste on m'a redemandé, c'est le 30 novembre à Castres. Oui, parce qu'on fait des marches sur Castres, nous. J'ai pas encore l'heure, ça sera le matin pour avoir une visibilité au moment du marché où il y a pas mal de monde.
Donc voilà, on va sans doute faire un sitting près du marché aussi pour pouvoir avoir une visibilité, pour pouvoir qu'on nous entende. Donc voilà, une marche le matin et l'après-midi, on n'a pas encore les lieux en fait. Mais l'après-midi, une troc party pour contrer un peu le Black Friday et la surconsommation et le fait que personne puisse être comme ça dans une logique de surconsommation. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour tous les gens qui se sentent bloqués parce qu'ils peuvent pas aller consommer parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller consommer non plus. Donc c'est bon pour personne l'histoire du Black Friday. Et nous on va faire une troc party, montrer que on peut échanger des choses, qu'on peut faire du gratuit, qu'on peut faire de la réutilisation, du recyclage, partager les choses à la place d'être dans une surconsommation. Donc on va avoir ça, une marche le matin pour donner de la visibilité et l'après-midi une gratiféria, une troc party, quelque chose. Tout ce qui est les lieux et les horaires exacts, ils seront annoncés sur le groupe Facebook de Citoyens pour le climat ou alors par la liste de diffusion. Si vous êtes intéressé, je peux faire passer le mail de sur nos tracts, il y a une adresse mail. Tu peux envoyer le message de notre adresse mail. Oui. Avec les infos, comme ça nous on les relaie. Oui, je l'ai vu. Voilà. Donc je l'envoie là et comme ça vous pouvez circuler. Voilà, et vous êtes tous les bienvenus. Donc, ce week-end à Toulouse, il y a eu 2 jours de colloques, samedi et dimanche, sur stratégie et convergence. Il y avait 200 personnes qui étaient là et qui représentaient des associations, d'autres qui étaient là pour les mouvements citoyens. Le but, c'était de définir les grosses stratégies qui vont venir pour la perspective des suites des mouvements sociaux, et aussi comment on va pouvoir faire une convergence et quel relais on va pouvoir assurer pour regrouper tout le monde. Donc, assez rapidement, ce qui est intéressant, c'est que les 4 axes qui ont été, les 4 axes stratégiques qui sont sortis du colloque étaient les mêmes que ceux, très très proches que ceux que l'on a évoqués ici lors des 2 dernières réunions. Le sujet, c'était synthèse et perspective, et ça a débouché sur pas mal d'appels à la convergence, quelque part. Et donc, à Toulouse, ils sont partis sur ces 4 axes. Je vous les présente très rapidement. Le premier, c'est le municipalisme. Donc, c'est au niveau local, essayer d'influencer, voire de proposer des listes citoyennes ou autres aux élections municipales. Le réseau SID. Donc là, c'est au niveau local, se préparer à tout ce qui va nous tomber sur le coin du nez, notamment au niveau financier, environnemental. Donc c'est privilégier les circuits courts au niveau de l'alimentation, c'est travailler sur les monnaies locales, les monnaies libres, ce genre de choses pour pouvoir se préparer à être indépendant. Et ça rejoint pas mal de mouvements écolos qui étaient là. Voilà, donc ça c'est le réseau CID, je termine assez rapidement. Le troisième, c'est le programme commun. Donc ça, c'est établir en fait un programme pour tous les citoyens qui sont complètement partisans en vue soit des prochaines élections présidentielles pour essayer de l'imposer à des candidats, soit sinon en vue de la chute de Macron pour préparer une suite constituante, assemblée constituante avec une nouvelle constitution pour une 6e République. Voilà, et enfin, le dernier thème, c'est le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça serait les gens qui monopoliseraient leur énergie, dont je fais partie, pour mettre en valeur le référendum d'initiative citoyenne à travers des ateliers constituants et ce genre on va dire, d'activités pédagogiques. Donc, ça c'est la partie des 4 stratégies. Pour ce qui est de la partie de la convergence, il y a le site qui vient de se monter et qui, alors je ne sais plus, je suis désolé de mémoire, si c'est convergence et stratégie ou stratégie et convergence.fr. C'est l'un ou l'autre, peut-être qu'avec le moteur de recherche vous pourrez le trouver. C'est lié au colloque de Toulouse qui a eu lieu donc le 5 et 6 octobre. Voilà tout ce que je peux vous dire à tous pour ce qui s'est passé à Toulouse. Il y avait à peu près 200 personnes, ils vont essayer de le refaire. C'est une bonne initiative, mais encore une fois, ça rejoint ceux qu'on avait évoqués ici, ceux que nous on évoque sur le rond-point de Revel par exemple, ou dans les ateliers constituants. Bonsoir à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 21 ans. Et en fait, quand vous me parlez de retraite, j'ai du mal à m'y retrouver. Enfin, pour être totalement sincère, je pense sincèrement que je ne toucherai jamais la retraite. Et du coup, je vais rebondir sur le climat, en fait, parce qu'on arrive à un stade où ça devient catastrophique. Et quand vous parlez de pouvoir d'achat, c'est-à-dire consommer, je m'y retrouve pas trop parce qu'en fait, le fait de consommer, ça utilise de la matière, c'est du matériel, des richesses physiques. Et ces richesses physiques, elles polluent en fait notre planète, que ce soit les ordinateurs, les panneaux solaires, tout ce qu'on utilise pollue notre planète. Et on est en train de la détruire en fait. Et donc moi ça me gêne un peu
enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais je pense que l'heure n'est pas que à parler de retraite, l'heure est vraiment grave au niveau du climat. Et je pense qu'il faudrait vraiment justement faire une convergence vis-à-vis de ça en fait. Parce que là, on a je ne sais pas si vous avez lu le rapport du GIEC qui est devenu encore plus catastrophique. En 2100, 4 degrés sur toute la planète, c'est-à-dire sur les continents plus 15 degrés. En 2050, il prévoit 50 degrés en France. On va avoir des pénuries d'eau, il commence à y avoir des pénuries de sable, c'est-à-dire tous les bâtiments en béton, tout ce qui est constitué de sable, ça va être très compliqué. En fait, le système, je ne pense pas qu'il faut essayer de gratter le système, je pense que le système, maintenant, il faut le changer. Voilà, ça peut paraître un peu radical, et je suis désolé si je vous choque, mais je pense sincèrement que là, on n'a plus le choix, en fait. Voilà. Merci. C'est dommage que tu restes. Oui, je reste, oui. En fait, souvent, quand on va en manifestation, il y a des slogans qui disent fin du mois, fin du monde, même combat. Et vouloir plus de pouvoir d'achat, c'est pas forcément pour acheter des conneries. Ça peut être pour consommer bio, pour consommer de la viande malgré tout, mais peut-être de meilleure qualité, moins souvent, etc. Voilà, ça peut être une démarche dans ce sens-là aussi. Partager des moments avec avoir plus de salaire pour aller au restaurant avec sa famille, aller faire un cinéma, enfin des choses immatérielles qui font plaisir aux uns aux autres. Et voilà quoi. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette démarche-là. Et nous, d'ailleurs, beaucoup de gilets jaunes, parce que beaucoup de gens prennent conscience. Et d'ailleurs, en tant que gilet jaune, on avait fait un potager au Bon-Point. Et il y a JL qui avait mis en place le fait de pouvoir travailler avec des petits producteurs. Et à peu près une fois par mois, on fait une commande de produits bio et locaux. Voilà. Donc, on peut consommer, mais consommer différemment, intelligemment, et tout en se faisant plaisir, et surtout en faisant plaisir aux autres, sans nuire à la planète. Oui, mais vous pensez vraiment que la généralité des personnes pensent comme ça. C'est ça le problème, c'est que si on est une majorité... Il faut les éveiller. Ouais, les gens, s'ils ne veulent pas changer, ils ne changent pas. Le problème, c'est que notre système, il a été construit par des oligarques, et que ce système, ils l'ont conçu pour que ça leur aille bien. Et ils ne changeront jamais d'avis. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on gueule ou non, les gilets jaunes, ça fait un an, même plus d'un an, non, moins d'un an, pardon, bientôt un an qu'ils sont actifs. Les changements, il n'y en a eu aucun 100 € en prime d'activité. Voilà, moi je dis, il faut vraiment se fixer sur des objectifs concrets, parce que là, actuellement, enfin, je pense que vous voyez, ça ne mène à rien. La retraite, moi j'y serai, il n'y a aucun souci pour la retraite, même si je sais que je ne la toucherai pas, mais je sais très bien que ça ne mènera à rien. Ils la feront passer quand même, même s'ils feront un saccadé, ils le feront quand même. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment des actions concrètes, limite radicales, excusez-moi, comme fait Extinction Rébellion par exemple, là encore actuellement à Paris, où vraiment là on essaye on montre au système qu'on est prêt, et limite même à le changer complètement, quoi. Voilà. Après, je pense que l'éveil des consciences est important aussi, parce que il ne faut pas que compter sur les politiciens pour changer le monde tel qu'il est. Il faut d'abord se changer soi-même. Donc tant que les gens n'ont pas conscience de ça, en disant comme c'est la faute des autres si on en est là, non, on est tous responsables. Donc moi j'ai pris conscience, j'ai changé ma façon de consommer, notamment la viande par exemple. Ça c'est individuel. Je vois pas des gouvernements mettre une loi pour dire à partir de maintenant vous allez manger de la viande par mois. Pour le climat, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les voitures, etc. Mais il y a beaucoup de choses que nous on peut faire déjà sans avoir besoin de plus d'argent. Au contraire, manger moins de viande, ça fait faire des économies. Je suis tout à fait d'accord. Et puis ça évite de trop détruire la planète aussi. Bon, là, je ne suis pas trop d'accord quand on dit que les gilets jaunes n'ont rien changé au bout d'un an. Je pense que les gilets jaunes ont fait beaucoup bouger les choses. La preuve, c'est qu'on monopolise quand même presque 85 000 flics tous les week-ends. Ils ne sont pas dans la rue pour rien. Quand vous parlez de changement de société, il y a un truc qui me fait réagir. En fait, le gouvernement actuel est en train de changer la société. Vous faites bien attention à ça. On se dit, nous, on veut changer la société, mais eux, ils sont en train. Macron et les autres, ils sont en train de casser tout ce qui a été fait. Ils veulent qu'on aille dans une société néolibérale où l'écologie n'a pas sa place, où le social n'a pas sa place, où la solidarité n'a pas sa place. Le changement de société, il a lieu, en fait.
Mais c'est pas une question. Après, nous, finalement, finalement, ici, on veut lutter pour changer la société, mais pas dans le même sens. On est au centre. Il faut faire bien attention à... Après, moi, je pense pas du tout sur les politiciens. Mais oui, pas des actions concrètes. Comment? Et oui, tout à fait. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, la seule solution qui serait, ça serait de renverser cette 5e République. Voilà. Là, on n'en parle plus. On va dire la 5e République, on passe à la 6e. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Jacques, là, si vous me permettez. Je vais laisser la parole à Jean-Luc, pas Jean-Jacques, Jean-Luc, pour parler d'autre chose. Non, après que... Ah ben, je te laisse parler. 2 minutes, pas plus. Moi, je voulais faire, parce que c'était très intéressant ce que tu disais. Et moi, on peut le matérialiser dans la retraite, en faisant la différence entre la retraite en répartition, celle que nous avons par la sécurité sociale retraite, et ce que l'on veut nous imposer, qui est la retraite par capitalisation de points. C'est le gros problème de cette réforme. C'est-à-dire que nous, on donnait de l'argent à la sécurité sociale et on le renvoyait pour les gens qui étaient à la retraite. Donc c'était de génération en génération. Maintenant, ils veulent qu'on donne ce que l'on verse à qui? À des gens qui vont faire des fonds de pension. Et les fonds de pension, ils vont rouler dans les bulles financières que nous avons au-dessus de notre tête dans le système capital. Et qu'est-ce qu'ils demandent, ces bulles financières? Ils demandent des dividendes, c'est-à-dire des intérêts. Et vous allez remplir les poches des riches. Et c'est surtout ça qu'il faut refuser. C'était notre fleuron, la sécurité sociale par répartition. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient comme les avocats, ils avaient des caisses de retraite particulières qui faisaient une caisse complémentaire. Alors c'est vrai que celles-là, des fois, elles étaient par corps de métier et plus ou moins bien gérées. Mais c'était des toutes petites caisses, donc qui n'étaient pas dans des bulles financières tout le temps. Et moi, c'est pour ça qu'à cette occasion aussi, je vous dis, nous, Gilets jaunes, on devrait reprendre toutes nos bases, nos revendications, et pour que ça... Et le climat, et les ressources pour chacun, et faire des taxes comme on a fait, ou augmenter un petit peu les salaires surtout des plus pauvres, et le carburant qui doit rester à la portée des gens, et la reconnaissance des gens. Tout ça, tout ce tract qu'on a fait, et on a parlé des retraites, et il manquait peut-être la démocratie là-dedans, parce qu'il faudrait, comme tu l'as dit, il faut refaire une 6e République. La 6e République, cette 5e, elle est épouvantable, elle est au service des riches. Et donc, il faudra s'en sortir à partager, mais c'est les riches qui doivent nous partager avec les gens qui en ont besoin. Merci. Parce qu'en fait, ni toi ni moi, on est des spécialistes en climat, et on est obligé de se fier à ce qu'on nous raconte, et comme on sait qu'on nous ment quand même assez régulièrement, on peut douter. Mais un des piliers, j'allais dire, de la Macronie, finalement, c'est de pervertir la vérité. C'est-à-dire que vous prenez un fait, qui est peut-être tout à fait vrai, parce que personnellement, j'ai tendance à être d'accord avec les histoires sur le climat, qu'on va vers un réchauffement, tout ça, mais c'est très personnel, et j'ai malheureusement pas de preuves et pas les compétences pour affirmer ça. Par contre, ce dont je suis sûr, parce que je suis infirmier, mais je suis infirmier en psychiatrie, c'est que Macron, c'est une personnalité pathologique. Et dans ses fonctionnements, c'est pervertir la vérité. C'est-à-dire que le climat, en fait, ça les emmerde, les capitalistes qu'on s'inquiète sur le climat, mais ils vont pressurer la vérité, le tourner, et en fait, oui, tes inquiétudes sont sûrement fort, justifiées,
Mais ça n'empêche pas qu'il y a un gros problème sur le climat. Après, ce que eux, ils vont en faire, et comment ils vont nous manipuler finalement pour pouvoir que ça réussisse encore aux ultra riches, et enfin, on leur tombe dans le même truc. Là, je te suis. Après, je pense que tu ne devrais pas te prononcer aussi clairement sur des choses. J'ai dit qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique. J'ai des preuves de ça. Oui, voilà. Moi, je ne me prononce pas, je n'en sais rien. Je dis que si on écoute que les chiens, c'est clair. Je voudrais juste dire un truc sur le consensus scientifique et j'ai levé la main. Excusez-moi. Je peux dire un truc sur le consensus scientifique ou pas, du coup, c'est qui la prochaine? Le consensus scientifique. Donc moi je suis sociologue de formation, j'ai été commandée à une époque par Areva pour faire une enquête sur le nucléaire. Évidemment que mon enquête, si elle n'était pas pro-nucléaire, j'allais me faire entuber, j'allais même pas être payée. Donc ça me fait bien marrer moi le consensus scientifique. Et c'est pour ça que j'ai pas de travail à l'heure actuelle, parce que je supporte pas de bosser pour des connards, des connards de multinationales qui vont me mandater pour faire une enquête qui est déjà faussée d'avance. Donc il n'y a pas de consensus scientifique et c'est parfaitement normal, vu qu'il y a des mecs qui sont payés par des multinationales pour conditionner les futurs résultats. Et donc pour moi la science c'est de la merde. Par contre, je suis scientifique, hein, mais franchement il y a vraiment des trucs qui me dégoûtent dans le milieu scientifique. Mais même si moi ma science c'est une science molle. Voilà. Mais par contre, ce que je vois, c'est que les grenouilles, j'en vois plus. Les abeilles, j'en vois plus non plus. Et les grenouilles, elles disparaissent quand les degrés augmentent, en fait. Pas de très très peu. Les grenouilles, c'est hyper sensible, c'est des amphibiens. Et du coup, si les degrés augmentent de 1 demi-degré ou de 1 degré, les grenouilles, il n'y en a plus. Et moi, de Normandie où j'étais, à l'époque, on avait des grenouilles partout quand j'étais gamine. Des têtards partout, des abeilles partout. Moi, j'en vois plus. Alors, peut-être qu'en Normandie, qu'on a été pourris par les pesticides, qu'il n'y a plus d'espèces. Mais je sais que les grenouilles, a priori, c'est dû au réchauffement climatique parce que quand elles crèvent, c'est que les degrés augmentent en fait. Sur les grenouilles, c'est ma seule preuve. C'est tout ce que je peux dire. Je voudrais quand même apporter quelques précisions par rapport à ça. Je suis d'accord sur le fait que c'est complètement illusoire de dissocier la crise écologique et la crise climatique. C'est la même chose, la crise climatique n'est que la conséquence de la crise écologique. Et je veux dire un mot un peu plus précis quand même sur la notion du changement de climat, enfin des modifications climatiques. C'est que vous parlez du carbone, bien sûr, mais en fait les scientifiques ne réclament pas autre chose que l'équilibre carbone. C'est-à-dire que la visée, c'est que le plus tôt possible, l'activité humaine, parce qu'effectivement il y a des modifications climatiques qui se produisent au million des années qui se succèdent. Et c'est la première fois que le climat se modifie par des conséquences de l'activité humaine. C'est tout à fait important, c'est majeur de dire ça, parce que le problème c'est la production du carbone, du CO2. Tout le CO2 qui ne peut pas être absorbé par la végétation et par les océans, il est rejeté dans l'atmosphère, il détruit la couche d'ozone, et c'est comme ça qu'on augmente la température. Alors il faut que vous sachiez quand même que 95 à 99% du gaz d'effet de serre, puisqu'il y en a 41, c'est la vapeur d'eau. Et si du reste on continue à vivre, si les changements sont aussi difficiles à percevoir comme ça, c'est qu'en fait ce qui maintient la vie sur la planète, c'est la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, elle reste une semaine dans l'atmosphère maximum, parce que soit il pleut, soit il y a du brouillard, etc. Et donc cette espèce de constante, elle peut varier comme ça, mais elle est extrêmement majeure et elle est fidèle parce qu'elle se transforme constamment une semaine. Le CO2, le carbone, donc le CO2 reste, c'est lui, donc c'est 70% des gaz à effet de serre fabriqués par l'activité économique. Et le CO2. Et 70%, et effectivement ce CO2 reste entre un siècle et demi, on ne sait pas dans l'atmosphère. Ensuite, il y a le méthane, qui est 23 fois plus polluant que le CO2 qui reste des siècles dans l'atmosphère. Ensuite, il y a le dioxyde d'azote, NO2, etc. et tout, qui reste 1500 ans, et puis il y en a 41, je ne vais pas vous les réciter tous, et puis ensuite les fluorures, etc. Tout ce qui sont décalés, là, les fameuses bombes aérosols et compagnie, qui restent jusqu'à 2300 ans, et il faut savoir que donc l'oxyde d'azote, c'est 96 fois plus polluant que le CO2, et que les fameux fluors et compagnie, là, c'est 2300 à 2400, c'est-à-dire qu'il faut 2 tonnes et demie de carbone, de CO2, pour polluer autant que les fameux chlorures qu'on évoque là. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut savoir qu'on est engagé dans une course telle que la durée de vie de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère font que même si on fait quelque chose tout de suite aujourd'hui, c'est déjà trop tard, parce qu'on a tellement compromis la couche d'ozone que les augmentations de température, on ne peut plus les remettre en cause avant un siècle ou deux.
C'est pour ça qu'il faudrait déjà arrêter aujourd'hui, parce que si on continue dans 2 siècles, ce sera complètement dramatique. Et on appelle ça, c'est l'activité humaine qui provoque ça. C'est pas une histoire de conclusion de scientifiques. Et que les 1500 scientifiques qui ont signé il y a 2 ans, là, qui représentaient, je crois, 182 pays sur 188 ou 198 qu'il y a à l'ONU, ils sont achetés par personne, ils ne sont pas au GIEC, ils sont nulle part. Il faut bien comprendre qu'à côté de ça, il y a des choses qui se mettent en marche. C'est comme on parle de la biodiversité. Quand on dit qu'il y a 40% de la biodiversité qui est compromise, ça veut dire que même dans ces 40%, s'il n'y en a que 2-3% qui ont disparu, ça veut dire que les autres espèces, elles ont si peu de capacité, de potentiel de reproduction, qu'elles disparaîtront quoi qu'on fasse. Voilà, c'est irréversible, hein, comme a disparu l'homme de Néandertal et compagnie. Hein. Alors donc je pense qu'il faut vraiment, à un moment, situer les choses dans leur importance, et c'est pour ça que vous entendez les écolos gueuler sur le fait de retour à l'équilibre carbone. Alors le gouvernement dit 2050, le défi c'est de dire, je ne sais pas, moi j'entends quelques hommes politiques éclairés, je ne vais pas les citer ici, parce que je ne vais pas me faire repérer, enfin qui disent si en 2030 on n'a pas retrouvé l'équilibre carbone, on est foutu. Déjà c'est très grave pour nous, donc je vais pas dire que c'est de la chose. Voilà, mais bon, il y en a qui sont relativement éclairés, qui sont capables de comprendre ça. Et c'est pour ça que, moi, ce que tu dis est lumineux, là. Hein. Toi qui dis que tu es infirmier, là, vraiment, moi, c'est très très bien, y compris l'ironie avec laquelle tu as parlé du président. Enfin, voilà. Moi, je pense que tout ça est extrêmement vrai. Mais le problème, c'est que si on ne comprend pas que la crise sociale, c'est la chose à laquelle il faut se confronter, sinon on ne pourra pas répondre à la crise écologique et climatique, on est foutu. Parce que quand même, le summum, c'est quand même les hommes qui vivent, les hommes et femmes qui sont sur la planète. Si ce n'est pas eux qu'on entend, si ce n'est pas avec eux qu'on propose quelque chose de différent, c'est foutu. Ça ne sert à rien de dire, moi, la crise écologique, elle est que le fait d'avoir le courage de se confronter à la crise sociale. Parce que ce qu'on dit là, nous on est en France, hein, on fait partie du milliard des gens sur la planète. Avec les États-Unis, tout ça et tout, ça va à peu près bien pour nous, hein, malgré même si on gueule. Hein. En fait, il faut quand même. Il y a 7 milliards d'hommes sur la planète, il y en a 1 milliard de privilégiés dont nous sommes. Je m'excuse, je le dis comme ça globalement. Il y en a 3 milliards qui survivent, il y en a 3 milliards qui crèvent. Il y en a 3 milliards qui sont à l'agonie. Alors allez dire à ces gens-là qui survivent ou qui vivent à 2 € par jour qu'il faut s'occuper de sauver la planète parce que dans un siècle et demi, le carbone, etc., avec le dioxyde, etc., et compagnie, ça va foutre la planète en l'air. Et ils s'en foutent, ils savent qu'à la fin de la semaine, ils seront peut-être morts parce qu'ils n'ont pas à bouffer et qu'ils sont dans des régimes autoritaires. C'est quand même ça, vraiment, vous avez raison d'avoir cette colère contre les multinationales parce qu'effectivement, c'est cette démarche capitaliste et néolibérale qui nous tue. Et comment on peut être entendu par des gens qui sont dans la survie absolue. Hein. C'est pour ça que si même dans les pays riches on n'a pas l'honnêteté, parce que tout à l'heure vous disiez, si on ne partage pas, on n'y arrivera pas. Et si on ne se rend pas compte que la planète, il n'y en a qu'une, aussi bien pour les pauvres que pour les riches, ben si nous-mêmes on ne fait pas entendre aux autres peuples qu'on les entend, plus grave encore que nous, ben on n'y arrivera jamais, quoi. Il n'y arrivera jamais. Et je pense que quelquefois ils sont plus courageux. Moi j'ai vu des mouvements africains et asiatiques, quand même, qui sont dans une panade politique de gouvernement autoritaire et d'une pauvreté totale, tenir des propos beaucoup plus courageux que les nôtres, qui sont, alors qu'on est quand même relativement privilégiés et tout. Enfin, je m'excuse d'être long, mais je crois qu'il ne faut pas qu'on se dispute sur des choses qu'on croit que simplement parce qu'on ne s'est pas confronté, on n'a pas eu l'occasion de discuter, on n'a pas échangé des choses fondamentales, et ça nous amène à nous discuter sur des petits détails qui font qu'on ne va pas pouvoir converger, alors qu'en fait on est d'accord sur tout. Bon, excusez-moi de ma réaction, mais parce que ton copain m'a dit que c'était pas prévu comme ça. Mais bon, voilà, ça me fait gueuler parce que... Voilà, non. Vous venez de le dire. Moi, ça me fait plaisir parce que même le monsieur l'a dit tout à l'heure, on s'engueule, mais pour moi, c'est pas des engueulades parce que chacun donne son opinion. Et c'est en donnant chacun son opinion, plus ou moins critique ou pas critique, hein, accord ou pas accord, mais à la fin du résumé, quoi. On est tous sur la même barre. C'est comme le sujet au départ des mouvements des Gilets jaunes. Beaucoup de personnes étaient contre. Mais à l'heure actuelle, bon, nous, je vois, on a fait un tractage de nuit il y a 2 semaines, mais j'ai trouvé que les gens étaient plus compétents quand même. Ils nous disaient plus, oh, vous faites chier, vous nous emmerdez avec vos gilets jaunes. Au contraire, ils étaient complets. Ouais, c'est bien, on est content de vous revoir, voilà. Et donc, c'est ce problème-là qui est justement que l'orgueil de chacun, il faut essayer de le mettre dans la poche. Les difficultés de l'un et de l'autre, une fois unis, ça fait qu'un, quoi. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes. Un, c'est parce qu'il n'arrive pas à la fin de la semaine. L'autre, parce qu'il a des problèmes, comme les paysans à l'heure actuelle. Les paysans, on les attend depuis le début, soit disant qu'ils vont se remettre. En parlant poliment, ils sont en train de critiquer les pesticides. Parce qu'il faut qu'ils arrêtent les pesticides à 50 mètres. Bon, automatiquement,
des villas. 5 mètres. Ou 5 mètres, ouais. Et ils perdent le terrain, ils perdent le pouvoir d'achat, ouais, patati et patata. Mais voilà, bon, eux, ils revendiquent leur cause. Mais à la fin du problème, quoi. Et bien, ils vont tomber pareil, ils vont accepter. Et puis voilà. Eux, ils sont des otages des multinationales. Les paysans sont des otages, voilà. on est des otages aussi Voilà. comme eux. Voilà, je vois que rien qu'à Rouen, ils regardent à cause de l'incendie, ils regardent les prix, ils regardent le lait. Le petit, il a perdu 20 000 € de lait en 2 jours. Ouais, mais bon, et alors que tout compte fait après les examens, son lait était bon, quoi. C'est pas le problème. Du coup, c'est le point de départ du projet, c'est que dans le village, il y a des cas de cancer anormaux et anormalement nombreux, incluant 2 cas de cancer des yeux. Grosso modo, il y a 75 cas de cancer sur le village, sur 710 habitants. Donc 61 dans un triangle sur lequel il y a 200 personnes qui habitent. 210 personnes qui habitent. Sous les vents d'une entreprise controversée qui est une usine à poules, une usine à œufs avec entre 195 et 215 000 poules. On a du mal à savoir les chiffres officiels. Donc on a des petits problèmes parce que justement cette entreprise, comme beaucoup d'entreprises typiquement capitalistes, essaye de s'augmenter, d'agrandir, etc. Des bâtiments qui veulent se construire en outrepassant les règles d'urbanisme, construction sur une zone inondable, sans respecter l'ex-PLU, sur des histoires de distance par rapport aux maisons d'habitation, par rapport aux bâtiments d'élevage, par rapport aux dépendances de maisons, etc. Et sans faire les mises aux normes actuelles sur les bâtiments existants. Depuis juillet 2018, normalement, il doit y avoir des tours de lavage sur les entreprises, sur les usines de ce genre, des tours de lavage de l'air pour limiter les émissions d'ammonitrate, pas d'ammonitrate, mais d'ammoniac, qui se dissout après en ammonitrate, là n'est pas la question, d'ammoniac c'est très désagréable. Olfactivement, c'est affreux, mais manifestement, il n'y a pas de test avéré sur la toxicité pour la santé. Il n'y a réellement pas de test avéré sur la toxicité sur la santé, parce que sinon, tous les gens qui travaillent dans des bergeries, ils auraient tous des cancers. Parce que naturellement, il y a beaucoup d'ammoniac dans le fumier de mouton, dans le fumier de volaille, etc. Partout là où il y a de l'azote, pour faire simple. Le problème un peu plus sérieux, c'est que ces poules, elles bouffent de l'aliment complet, industriel, fait à base de céréales qui, pour le coup, viennent relativement du coin, mais de soja qui viennent du Brésil, de soja OGM. De concentrés minéraux, des minéraux qui sont de sources inconnues, vitamines y compris, et d'aliments qui sont probablement médicamenteux, étant donné la concentration, bien entendu. Si on veut éviter les maladies et les trucs explosifs, les propagations de maladies fortement pathogènes, on n'a pas trop d'autre choix que de donner du médicament. Et bien tout ça, ça ressort. Ça ressort de façon aérienne. Et puis ça ressort aussi, il y a aussi ce qu'on appelle des plumelles. Il faut savoir que les plumes, en fait, quand vous voyez une plume, il y a une tige avec des petites tiges qui partent sur le côté. Et ces petites tiges sont faites exactement pareil. En fait, une plume, c'est une succession de petits embranchements comme les cristaux de glace, et à la fin, ça se termine par des barbillons. C'est comme ça que ça arrête l'air. Ça, c'est pas dit que ce soit très bon pour les poumons, les yeux, etc. Bon. C'est comme ça. Il y a aussi les problèmes de fipronil pour traiter les poux. Le fipronil dont on a bien entendu parler l'an dernier, qui contamine les œufs et du coup contamine... C'est des poules enfermées tout le temps ou elles ont Il y aurait 30 000 poules en plein air. Il faut savoir que le plein air, en fait, ce qu'on appelle le plein air, c'est des parcours, 1 mètre carré par poule, et on ouvre, mais le temps n'est pas donné. Le temps d'ouverture n'est pas donné, et le reste du temps, c'est de la poule au sol. Les parcours sont aux normes, les surfaces sont aux normes, et du coup, ça c'est aux normes. Il n'y a rien à dire.
Sur les poules en cage, des rares informations qui filtrent, tout est aux normes. C'est aux normes industrielles. 190 000 poules en cage. C'est industriel, mais c'est aux normes. Sur les conditions de vie des volailles, il n'y a rien. Enfin, si ce n'est la partie éthique, il n'y a rien qui est ressorti de particulièrement anormal. Pour ce qui est des émissions, c'est anormal. Le problème, c'est que le préfet nous balade depuis 1 an et demi en disant qu'il va y avoir fait des analyses de l'air qui ne sont pas faites. Les analyses de l'air ne sont pas faites. Voilà. Il doit y avoir des analyses d'ammoniac qui, jusqu'à preuve du contraire, ont été faites après, avoir prévenu le propriétaire des lieux. D'un point de vue légal, c'est pas vraiment interdit. D'un point de vue c'est un peu plus limite. Donc du coup, il y a cette grande fête pour lutter un petit peu, dans la mesure du possible, contre ce projet, contre le réseau tentaculaire d'influence en dessous aussi, avec des autorisations qui sont signées par la DDCSPP. Bref, on part sur tous les acronymes à la con.